Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. L'Association minière du Québec est fière de présenter cet épisode du podcast minier. L'Association minière du Québec agit comme catalyseur et porte-voix d'une industrie responsable, engagée et innovante. Elle soutient l'économie québécoise, les plus hauts standards ESG et l'avancement technologique. Parce que notre avenir se forge ici. amq-inc.com. Bonjour, bienvenue au podcast minier en direct de PDAC Toronto. Manon Rouillé, présidente de l'agence de communication et fondatrice du podcast minier. Alors aujourd'hui, on part loin, direction Nunavik, au nord du 55e parallèle, là où les conditions sont extrêmes, où le pergélisol dicte le rythme du forage et où une équipe passionnée vient de signer l'une des découvertes les plus marquantes du Canada. Je reçois 3 invités de Canadian Royalties, une mine de nickel-cuivre en production qui vient tout juste de recevoir le prestigieux prix Bill Dennis Award du PDAC. Je pense que c'est ce soir qu'ils vont le recevoir. Remis à la découverte canadienne de l'année, rien de moins que la Coupe Stanley de l'exploration. Alors avec moi, j'ai Mathieu Richer, chef géologue d'exploration, Guillaume Augereau. Est-ce que je le dis bien, Guillaume? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Géologue senior et Circé Malo-Lalande, géophysicienne senior. Sans oublier, dans les coulisses, Maxime Boisvert, directeur géologue exploration. Bienvenue tout le monde! Ça va bien? Oui, bon matin. Vous avez un bon show à date? Oui. Bon, fait que là, on va faire un tour de table pour comprendre c'est quoi vos rôles individuels chez Canadian Royalties. Je vais commencer avec toi. Avec moi, bon. Donc, je suis nouvellement chef géologue exploration. Je pourrais dire qu'au sein de mon passage chez Canadian Royalties, j'ai commencé en 2017 à la Carotech. J'étais consultant. Je travaillais pour IOS, Service géoscientifique à ce moment-là. OK. Début 2019, c'est là où j'ai été intégré à l'équipe Canadian Royalties. Mais c'est ça, j'ai commencé à la Carotech. Ensuite de ça, j'ai un peu gravi les échelons, on peut dire, en tant que géologue de projet. Ensuite, géologue génératif, c'était plus au niveau là, des sites d'exploration, développer les modèles, jusqu'au poste de géologue senior, où là, en ce moment, il y a un aspect aussi d'un peu de gestion à travers de la modélisation avec mes collègues ici. On fait des sessions, des séances de ciblage pour trouver des nouvelles cibles, toutes ces choses-là. Donc, les tâches sont quand même assez variées, là, mais bon, OK. on touche à tout, là, vraiment ce qui sort des foreuses, c'est la carotte, jusqu'aux estimations de ressources. On regarde vraiment là, tout ce qui se passe entre les deux. OK. Puis toi, Guillaume? L'histoire est un peu similaire. Moi, ça a commencé en 2021, pareil à la Carotech, puis je grimpe un peu les échelons, géologue de projet, géologue génératif, puis moi, je m'arrête juste à géologue senior, par contre. Je ne vais pas jusqu'à chef géologue comme Mathieu. Puis, c'est ça notre rôle actuellement, ou mon rôle, c'est qu'on fait un petit peu plus de la planification long terme, mais on est comme un support technique et une expertise avec nos géologues de terrain ou nos géologues de Carotech là, pour s'assurer vraiment qu'on a les qualités nécessaires, ni pas assez, ni trop peu pour faire des nouvelles découvertes et atteindre nos cibles. Circé. Oui, moi, je suis la géophysicienne ou la radiologiste de l'équipe. Donc, les métaux de base, les gisements là, qui sont métalliques, répondent bien aux méthodes géophysiques. Puis, j'ai joint la compagnie en 2018. Il y avait déjà de la géophysique avant. Je me suis joint à cette époque-là. Puis, dans le fond, moi, je m'assure qu'on utilise les meilleures méthodologies, les meilleures technologies pour trouver les prochaines mines, trouver des anomalies, des indices pour avoir les meilleurs cibles de forage possibles. Au niveau très en amont, au niveau des nouveaux territoires où est-ce qu'on cherche des nouveaux gisements, mais aussi au niveau de la mise en valeur, il y a de la géophysique aussi qui se fait à différentes étapes. Donc, c'est mon rôle, ma contribution.
Puis, est-ce que c'est fréquent de retrouver deux géologues, une géophysicienne? Ben, peut-être pas, je parle pas côté homme-femme, mais juste en lien avec la profession. Tu sais, vous avez vraiment un trio spécial chez Canadian Royalties. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres mines? Je pense que la denrée rare, c'est la géophysicienne, surtout au calibre de Circé, sans trop la vanter, mais c'est vraiment un atout incroyable là, dans notre domaine. Mais par contre, des bons géologues là, tu sais, qui savent vraiment Il y a juste vous analyser. Ben là, j'allais dire je suis d'accord. Guillaume, mais je suis pas loin derrière. Là. Donc... mais non, quand même. Mais par contre, dans notre équipe, ce qui est particulier, c'est vraiment le travail qu'on fait ensemble. tu La sais. synergie. Un point pour simplifier, là, moi j'ai fait différentes compagnies avant, un petit peu plus dans le sud du Québec, depuis une quinzaine d'années environ. Et la grosse différence que je vois avec notre département d'exploration à Canadian Royalties par rapport à mes autres expériences, c'est ce que disait Mathieu, on a une géophysicienne senior, mais c'est pas juste une géophysicienne, c'est une intégration complète. En fait, on a la chance d'avoir une géophysicienne qui va parler géologie avec des géologues. Puis c'est ça, une des anecdotes, c'est que on a dans l'équipe, notre géophysicienne, c'est peut-être la personne qui a vu le plus de lamins d'ultramafiques. C'est pas les géologues, c'est notre Attends géophysicienne. un petit peu, là, tu viens de parler chinois, là. Elle a vu quoi? Le plus de lamins. Les lamins, c'est ce qu'on utilise pour essayer de comprendre mieux à l'intérieur de la roche, les Ouais. constituants de la roche. pour Une roche, on la regarde au simplifier. microscope. C'est quand j'étais au bac, c'était mon emploi d'étudiante, mais c'est vrai, Guillaume a raison, c'est moi l'experte là-dedans. Donc- Ce qui est un peu ironique. Donc, on a la géophysicienne la plus compétente en géologie. Ah, c'est pas peut-être pire, ça. Non, mais aussi le fait que souvent le modèle, le géophysicien va être un consultant. Donc, sporadiquement, à des moments donnés, il va donner son input. Puis, alors que nous, vraiment, la conversation est continue 365 jours par année à la machine à café, mais aussi devant les cartes. On parle de géophysique. J'aime recevoir l'information sur la géologie, devenir meilleur dans ce domaine-là. Fait que je pense que c'est vraiment ça, la force de la synergie. Souvent, on se retrouve derrière l'écran de Circé, puis là, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, tu sais, on échange beaucoup d'informations. D'un autre point de vue, nous, on lui dit, hey, mais si on cachait, entre guillemets, disons, un Une un lentille. conducteur électromagnétique, un conducteur à cet endroit-là. Est-ce que ça se pourrait? Donc, on échange tout le temps, on fait des hypothèses. Je pense que c'est là où ça devient vraiment... ça porte fruit, puis que là, on peut développer des nouvelles idées constamment. C'est peut-être dans ma tête aussi, mais le fait d'avoir une bonne ambiance et de s'apprécier mutuellement aussi, ben en fait, ça aide que... Puis je pense que Mathieu et Circe sont vraiment passionnés, mais même quand on est en Toi, tu off- l'es pas ou quoi? Si, mais je vais garder de modestie. Mathieu s'occupe de faire ma promotion et moi, je fais leur promotion. Ah oui, c'est oui, ce qu'on c'est s'est ce dit avant le podcast. Belle dynamique. Mais même en dehors en fait du travail ou quoi, ça arrive qu'on s'envoie des petits messages et tout, genre regarde, j'ai vu ça, ou ah, j'ai pensé à ça. Puis je trouve que ça permet à faire des itérations beaucoup plus rapidement et on cible beaucoup plus rapidement vers où on veut aller, les avenues qui peuvent marcher ou qui peuvent pas marcher, et on teste de nouvelles choses. Puis ce que j'aime beaucoup de Guillaume en particulier, c'est que il pose des questions. Il est l'avocat du diable, il challenge, il pose des questions. Puis comme géophysicienne, moi, j'aime ça parce que des fois, on est sur l'autoroute, puis on a notre façon de procéder. Puis avec ces questions, des fois, ben, je retourne les données d'un autre sens que j'aurais pas pensé. Puis c'est clairement une plus-value. Puis, ben, vous pas cette collaboration-là vous a amené à la découverte Inukshuk. C'est bien ça le nom de la découverte. Comment qu'on arrive à cette découverte-là? Pouvez-vous nous amener à travers? Parce que quand, c'est avec Maxime, quand il m'a téléphoné, il dit, je pense que ça serait bien d'avoir qu'on parle au podcast minier de la découverte, parce que des découvertes de l'ampleur que vous avez fait, il n'y en a pas tous les jours, on s'entend. Je pense que ça fait 70 ans qu'il n'y en a pas eu dans le nord du Québec. En tout cas, dans les statistiques que j'ai regardées, là. Mais si vous suivez le C'est sûr podcast, que, vous savez que les statistiques sont jamais bonnes quand j'en donne. Mais c'est sûr que sur la propriété ou disons sur la partie de la ceinture où on est, il y a eu des grosses découvertes dans les fins des années 50, 60. Le complexe Mini Expo en 67. Donc, une découverte de cette ampleur-là, parce qu'on a fait d'autres découvertes dans les dernières années quand même, Oui. en 2018, en 2015 et autres. C'est juste que une découverte de cette ampleur-là, Inukshuk, ce que là, on connaît en termes de la taille,
ben, là, je pense qu'on se compare à ce qui avait été découvert là, au milieu du 20e siècle, tu sais, dans les années Mais 50. puis tu vas me dire, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'Inukshuk, c'est le plus gros sur le... Ça va être Moubarmar pour toi maintenant, mais pour les autres géologues qui vont nous écouter, on appelle ça le Expo intrusif suite ou complexe en français. Donc on va dire c'est nos roches porteuses chez nous à Canadian Royalties qui peuvent contenir le nickel, puis ou historiquement ça s'appelait aussi le South Trend ou le Raglan Sud, peu importe. Mais en gros, Inukshuk, c'est le plus gros en termes de tonnage. Puis c'est combien de tonnage quand vous dites c'est le plus gros en termes de tonnage? En ce moment, en 2025, notre estimation de ressources, on était à 17, juste un peu au-dessus de 17 millions de tonnes. Puis le gisement est toujours ouvert. Donc, c'est tout ce que je peux dire, là. Donc, on a toujours la vision de continuer à élargir le gisement. D'ailleurs, la première estimation de ressources en 2022, c'était environ 6 millions de tonnes. En 2023, 9. J'arrondis les chiffres, là. L'année suivante, on est monté à 13, 17. Donc, même nous, la découverte continue toujours à nous émerveiller parce qu'on y va toujours à coup de 3 millions de tonnes de plus, 3 millions de tonnes de plus. Donc, Dans pas long, on va entendre 20, 21. ben, je ne vais pas dire le chiffre, mais on C'est moi qui espère dis, là. bien que tes souhaits soient exaucés. Donc, oui, on shoot pour aller au-delà du 20 millions de tonnes. On n'a pas de raison d'arrêter. Ouais. Moi, j'ai peut-être une question là pour mettre en perspective ou en contexte. C'est quoi à peu près pour toi, Mathieu, tu connais mieux la propriété que moi, en moyenne la taille de nos gisements? Bonne question, Guillaume. C'est quoi? Oups! La moyenne, ben, À je peu dirais près. que ben, autant chez nous, comme même au niveau du Raglan Trend, Raglan Trend, eux, dans ce qui est divulgué, là, du moins publiquement, c'est 200 000 tonnes pour le Raglan Trend en moyenne. C'est sûr qu'il y en a plus, il y en a probablement des plus petits. Nous, chez nous, ce qu'on a découvert dans les dernières années, on pourrait parler des fois de 400 000, 500 000 tonnes jusqu'à peut-être 2 millions de tonnes. Là, on est en train de parler de 17 millions de tonnes. Tu sais, on est comme une ordre de grandeur au-dessus de ce Oui. qui a été découvert C'est dernièrement. vraiment un gisement significatif, là. Puis, tu sais, tu nous demandais un peu comment ça s'est passé. Peut-être que je peux relater les étapes. Un trou de forage, 2 trous de forage, 3 trous Ben, de avant de forage. mettre le premier trou de forage, ça Ouais. prend des bonnes raisons qui nous amènent là parce que chaque trou est quand même dispendieux. Puis on a d'autres objectifs aussi parce que l'équipe d'exploration s'occupe de la mise en valeur. Tu sais, on a quand même plusieurs projets à travailler. Mais à l'origine, la géologie où se trouve Inukshuk n'était pas considérée comme favorable pour la mise en place de dépôts. Même l'intrusion, on n'avait pas de raison de penser qu'elle passait par là. Fait que c'est vraiment avec des observations subtiles sur carte magnétique haute résolution qui a été... le levé a été fait en 2018-19. Après ça, campagne de forage sur un gisement à proximité. Là, on répète l'observation qu'on a vue sur la carte mag. Fait que là, on commence à comprendre les mécanismes de déformation post-mise en place qui nous amènent à penser que, peut-être que l'intrusion à cet endroit-là, c'est un gros anticlinal. Peut-être que l'intrusion n'est pas érodée, mais peut-être qu'elle est juste déplacée en profondeur. Puis, il n'y avait pas d'expression géologique, donc pas d'affleurement. Il n'y avait pas de signature magnétique qui, normalement, pour nous, c'est un vecteur parce que historiquement, nos gisements sont associés à la portion magnétique de l'intrusion. Puis là, finalement, ces observations-là en 2021 nous ont amené à reconsidérer un vieux levé de 2015. On fait des levées électromagnétiques au sol pour bien scanner en profondeur, voir les bons conducteurs discrets qui sont associés avec les lentilles de métal, de nickel-cuivre. Puis là, on avait une vieille base de données avec tout d'un coup, une anomalie qui n'avait pas été considérée à l'époque parce que géologie non favorable, puis plein de raisons. Il y avait eu des faux positifs dans cette stratigraphie-là. Mais là, on dirait que tout pointait tranquillement, tout déboulait vers « Hey, cette anomalie-là est vraiment excitante. » Fait qu'on a revisité les données électromagnétiques, planifié un forage. Puis là, on avait un bon feeling, puis on a commencé à parler d'un possible jackpot. Puis là, je vais laisser mes collègues, je vais tendre la balle peut-être pour la petite anecdote par rapport à ça. Mais Juste avant d'aller à l'anecdote, j'ai juste pour dire, tu sais, du point de vue géologique, nous,
on voit la surface, oui, il y a une carte géologique. Après ça, c'est chaque trou de forage, c'est comme un petit échantillon de qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol. Donc, on ne voit pas directement, mais on a un petit échantillon. Là, oh, OK, on a un peu d'informations. C'est vraiment un gros casse-tête en 3D qu'on essaie de reconstruire. Puis, c'est pas que les roches sont non altérées, pas déformées, tout a bougé structurellement. Donc, c'est tous des blocs qui se recoupent. Et qu'on a dissecté un peu tout le système qui porte la minéralisation. De comprendre ce casse-tête-là en 3D, c'est là où ça demande quand même beaucoup de thinking, puis des fois même de l'imagination, tu sais. Ouais, Fait que là, rendu aussi où est-ce qu'on teste plein était, d'hypothèses. comme Maxime dit souvent, les fruits faciles ont été cueillis. Ouais, Tout ce qui a été exactement, détecté, qui était affleurant, tu sais, les anomalies faciles, tout ça a quand même été bien miné, exploré. Fait que, tu sais, là, on est rendu un petit peu... C'est plus difficile. Puis Là, ça en revient ayant au casse-tête. l'indice minéralisé en proximité, qu'on disait, hey, il est coupé par la faille. Donc, s'il est coupé par la faille et l'intrusion qui porte la minéralisation, puis là, on connectait tout ça ensemble, on disait, hey, attends, il y a une anomalie juste là dans la charnière du pli. C'est le 16 d'anomalie qui était quand même considérable. C'est sûr que c'est le jackpot. Fait que là, pour revenir à l'anecdote que Circé disait, tu sais, on parlait du jackpot entre nous, les géologues à l'époque, mais là, on s'est dit, il faut se donner un autre code parce que si on va commence se à parler jinxer. du jackpot partout, finalement, ça va être une formation de fer qui peut aussi donner des réponses électromagnétiques. On va se dire, ouais, finalement, on va faire de nous. Et là, on s'est dit, c'est GP. Fait que là, on a dit, hey, c'est Au GP. jackpot. On en parlait tout le temps comme GP. Entre nous, on s'est dit, si jamais on se trompe, ça va être Jean-Philippe ou Jean-Pierre. Tu sais, ça va être lui qui va l'avoir planifié. Puis, non, il n'y avait rien là. Mais non, finalement, ça a bien porté son nom. Il y a un truc que je voudrais rajouter sur la découverte là, parce qu'ils sont humbles les deux. Mais c'est parce que là, on parle de failles, on parle d'un vieux levé, de vieux données électromagnétiques. Mais le point clé là, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, c'est vraiment des bonnes observations parce que cet ancien indice, Enda, il avait déjà été foré. Puis on connaissait certaines caractéristiques, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais que ce soit de la polarité magmatique ou dans quoi c'était encaissé. Mais là, quand Mathieu Circé en parlait de faille, la faille, c'est le nom simple qu'on donne, mais c'est l'observation qui emmène à donner ce nom qui était clé, qui à l'époque avait probablement pas été détecté. Et c'est parce qu'il y a eu cette observation-là que, comme on disait au début du podcast, Mathieu et Circé se sont parlé entre eux en disant s'il y a une faille, il y a peut-être quelque chose de l'autre côté de la faille. Puis c'est là qu'elle s'est dit il y a ces vieilles données et tout ça. Donc je trouve que ce qui est important, c'est vraiment les bonnes observations du point de vue géologique et du point de vue géophysique qui ont été ensuite regroupés ensemble. Là. Parce que c'est facile de plus tard maintenant dire il y a une faille, il y a tout ça, ça va là. Ouais. Mais il y a d'autres personnes qui étaient passées avant et qui n'avaient pas vu cette faille, cette observation ou qui n'avaient pas vu pareil ces vieilles données. C'est vraiment le fait de changer le point de vue. Ils doivent s'en vouloir, ces gens-là? Non. Non, mais c'est normal que le thinking géologique, la compréhension géologique évolue à travers du temps. Puis, on part toujours il n'y avait peut-être pas de des géophysicienne observations. à l'époque, en 2015. Non, il y en avait. Oui. Mais je pense que partout au Québec ou sur la planète, c'est un classique que des gens cherchaient pour du cuivre. Puis finalement, ils trouvent des diamants. Ou tu sais, c'est un classique. Là. Mais on en vient aussi au fait qu'en forant, on ajoute de l'information. Puis, tu sais, j'en viens aussi au point où c'est important, même pour un géologue à la carothèque, ce que tu observes sur ta carotte peut avoir définitivement quelque chose à voir dans le big picture. Fait qu'il faut que tu comprennes même chaque trou de forage, qu'est-ce qui se passe là. Puis c'est là que tu commences à construire un modèle en 3D. Là, c'est disons, un genre de visualisation à l'intérieur. Il faut que tu le visualises. Ensuite, tu le modélises en 3D à l'écran. Puis c'est là tu commences à voir vraiment le casse-tête en 3D. Puis c'est même plus que ça quand tu vas plus loin parce que en 3D, c'est la situation actuelle aujourd'hui, mais comme il disait, on a eu plusieurs époques de déformation, donc on doit même voir en 4D parce qu'on doit déformer pour voir à quoi ça ressemblait au départ, au moment de la mise en place et tout, parce que là, on parle bien d'une faille qui déplace, etc. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Puis quand c'est officiel que
JP allait être le jackpot. Comment vous êtes senti? Puis comment que ça s'est annoncé aussi, toute cette nouvelle-là? Au niveau de comment on s'est senti, C'est drôle, j'ai juste dit ça, vous avez tous eu des sourires. Lorsqu'on a reçu le premier trou de forage, c'est là qu'il y a vraiment toute l'anticipation. Parce que là, on traverse la séquence, puis c'est comme le roulement de tambour. Là, on traverse 250 mètres de basalte, qui est juste la roche haute qui est stérile. Là, on ouvre les boîtes, on les reçoit chaque jour, là, 50 mètres, on va 50 mètres plus loin, 50 mètres. Puis là, encore une fois, l'anticipation est toujours de plus en plus grande. Mais là, on avait c'est des plaques, là, des plaques cibles qu'on parle. Donc, c'est une modélisation électromagnétique. Fait que là, on a notre cible qui est là. Là, on est au point où on va l'atteindre. Fait que, tu sais, quand on ouvre les boîtes, on les reçoit à la Carotech, puis là, on commence à les ouvrir. Là, on voit, il y a une bordure d'intrusion. Fait que déjà là, c'est comme, waouh, là, j'étais là quand on a ouvert les boîtes. Là, on l'ouvre, là, on commence à les ouvrir, puis c'est minéralisé. Puis là, les yeux nous ouvrent, puis on est là, waouh! Puis là, je sais, avec un de nos collègues, Anthony, on ouvrait les boîtes, puis là, waouh! Puis là, il y a 45 mètres de minéralisation. Fait que ça n'arrêtait plus, c'était une boîte après l'autre, puis là, fait que c'est un peu une euphorie. À travers les 45 wow. Non. Le 32e, littéralement, si quelqu'un avait été là pour nous filmer, ça aurait été drôle parce que. Oui, ça aurait été bon. Je pense que nos wow, ils étaient tout le temps de plus en plus forts dans la Carotech. Wow! Wow! Ça n'arrêtait plus. Là, on était juste nous deux. Je pense que ce feeling-là, pour moi, moi, j'avais jamais vécu comme ça, comme mais il n'y a pas grand monde qui vivent ça non plus, là. Puis le wow a continué dans un sens parce qu'à chaque année, on fait un step-out de 100 mètres. Mais là, c'est comme, wow, il y a encore de la minéralisation. Un autre step-out de 100 mètres, il y a encore de la minéralisation. Puis je pense qu'on l'est autant là, en 2025, on a refait d'autres step-out plus agressifs, des fois même 300 mètres. Le système minéralisé est toujours présent. Mais tu sais, en fait, là, on le réalise. Je pense que c'est des systèmes qui, à l'origine, il y avait probablement des dizaines de kilomètres de continuité, puis déposaient des sulfures sur l'échelle de dizaines de kilomètres. Donc là, nous, c'est sûr que la déformation nous donne l'accès économique à certaines parties du système minéralisé. Circe mentionnait les anticlinaux, c'est là où la roche vient plus près, la stratigraphie revient plus près de la surface. Mais c'est là que c'est la partie plus économique. Mais en réalité, en profondeur, c'est probablement continu d'un gisement à l'autre. Donc, c'est sûr qu'on se sent toujours euphorique quand on trouve quelque chose de cette ampleur-là. Vas-y, Circe, je te laisse parler. Il y a toujours l'anecdote que quand on est dans les métaux de base, quand on frappe du métal, les boîtes sont plus lourdes. Fait quand on sort les boîtes du pick-up, de la caisse du pick-up, on essaie toujours d'y aller au feeling. Hey, celle-là est plus lourde, celle-là. C'est la petite anecdote supplémentaire. On aime ça, les boîtes lourdes. Moi, ce qui m'a marqué là, c'était plus tard, c'est parce qu'il y a eu un seul trou de forage sur la neige. Puis vu que ça fondait, ils ont frappé, Mathieu a ouvert les boîtes et tout. Mais il n'y a pas eu la possibilité de faire un autre trou de forage parce que la neige fondait et donc on devait sortir du terrain. Et on est revenu juste quelques mois plus tard avec l'héliporté. Et moi, je me rappelle à ces moments-là, pendant les sessions de targeting, brainstorming sur OK, ça va être quoi les prochains trous de forage par rapport au IM, par rapport à ce qui a été frappé. Puis justement, la question, c'était à quel point on veut être agressif et forer loin, mais on prend plus de risques de rater mais si on frappe, là, on montre très rapidement que c'est un gros potentiel et que ça a un impact à la fois en tant que découverte et à la fois pour la compagnie. Où on est plus sécuritaire parce qu'en exploration, on va dire la réalité, ce qu'on est toujours habitué, c'est avoir des trous secs, des trous qui frappent pas grand-chose parce que sinon, ça n'existerait plus l'exploration dans le domaine minier si c'était si facile que ça à découvrir. Donc, on a un petit peu ce biais au fond de nous, ou en tout cas, moi, j'ai ce biais, donc, où on est plus conservateur. Et donc, moi c'est ça que je me rappelle, là, c'est les 3 premiers trous héliportés où on se pose la question à quelle distance on doit aller, à comment on s'ajuste par rapport à ce qu'on pense. Parce qu'à ce moment-là, on sait qu'il y a quelque chose de gros parce que c'est large et qu'il y a des super anomalies IM, mais entre un trou et 17 millions de tonnes, il y a plus d'une centaine de trous de plus. Donc, c'est facile de dire maintenant c'est gros, mais à l'époque, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi la limite. Je pense que c'est une belle caractéristique aussi de l'équipe de vraiment réfléchir, tout prendre des observations pour optimiser le forage de mise en valeur parce qu'on peut se perdre, on peut
On peut avoir justement beaucoup de trous qui finalement, tu sais, fait que toute cette balance-là entre donner de la valeur, mais pas avoir des trous qui sont négatifs, finalement, je pense que c'est vraiment la qualité de mes collègues de l'équipe. Puis ça représente, pour les actifs de Canadian Royalties aujourd'hui, la découverte représente quoi? On prolonge la vie de la mine? On va jusqu'où, là? Définitivement. Là, en ce moment, avec les ressources qu'on a en 2025, on prolongeait de 10 ans la vie de mine. Donc, ça va jusqu'en 2036. Puis, tu sais, juste en référence, quand moi j'ai commencé, j'ai commencé en 2017, on avait des ressources jusqu'en 2023. Donc, il y avait comme une grosse pression sur l'équipe d'exploration qu'il fallait trouver des nouvelles ressources. Il faut les renouveler, les ressources, pour prolonger la vie de la mine. Heureusement, on a eu d'autres succès avant Inukshuk aussi, qui a aidé à prolonger la vie de la mine. Mais Inukshuk, là, c'est un gros morceau qui vient ajouter soudainement 10 ans de plus. Mais, tu sais, en perspective, nous, on ne s'assoit pas sur nos lauriers pour le dire comme ça. Tu sais, notre vision est toujours, OK, qu'est-ce qui se passe après? Tu sais, on est déjà plus loin, tu sais, à penser dans 5 ou 10 ans, où est-ce qu'on va être? Donc, on veut la prochaine découverte, toujours. Une des caractéristiques, excuse-moi, de Inukshuk, son volume, c'est que le type de gisement dans notre contexte géologique, ça va amener à laisser des plus petites lentilles. Fait que, tu sais, pour l'entreprise d'aller s'installer, toute l'infrastructure, le manpower, l'équipement sur un gisement qui va prendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi à miner, versus aller s'installer au-dessus d'Inukshuk puis être là pour 10 ans, tu sais, le retour sur l'investissement est vraiment significatif. Fait qu'il y a cet aspect-là au niveau du futur de la mine là, qui est vraiment important. Là. Bien, ça répond un peu à ma question, mais en même temps, je me disais, tu sais, la mine, elle a été construite. Quand tout a été construit, tu disais que ça arrêtait en 2013, 2020... En 2023. 2023, tu sais, 2023. Là, on rallonge, là, on vient de dire 2036. Mais l'infrastructure a-t-elle été construite pour rajouter 10 ans par-dessus 10 ans par-dessus 10 ans? C'est-tu... Notre capacité, en fait, au niveau du concentrateur, puis ça vient en lien avec l'accord entre les communautés. Donc, on produit l'équivalent de 4500 tonnes par jour. Donc, ils passent au broyeur. 4500 tonnes par jour. Donc, ça ne change pas comme tel. On va garder le même rythme. C'est juste que là, en ajoutant plus de réserves, des ressources qui deviennent des réserves, mais là, on repousse la durée de vie de mine, mais on va rester quand même stable dans la production. Donc, la production va rester stable. On repousse la date, disons, d'épuisement de ces ressources-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont réutilisées parce que la durée de vie de la mine était de 2023 avec les gisements qui étaient connus à l'époque et qu'on exploitait. Donc, ça, comme on appelle, ça nourrit le moulin. Sauf que maintenant qu'on a épuisé ça, on veut pérenniser ça le plus longtemps. C'est notre job, en fait. Et donc, le moulin, il est toujours là. Le camp est toujours là. La piste d'atterrissage de Ragland est toujours là. Donc ça, ces infrastructures, elles restent là, puis finalement, on les utilise pour du nouveau minerai qui, dans le futur, ça va être Inukshuk. Oui, il y a des petits ajustements à faire. On va devoir tirer quelques câbles électriques, quelques tuyaux pour aller jusqu'au site Inukshuk. Inukshuk, c'est environ, je pense, 500 mètres de la route, donc on va devoir construire 500 mètres de route, mais c'est extrêmement minime comparé aux infrastructures qui étaient déjà là pour les anciens gisements, les anciennes parties du complexe minier. Oui, il va falloir rajouter probablement des cellules pour les halles de résidus, mais c'est relativement minime comparé au complexe minier. C'est pour ça qu'on ne dit pas toujours des mines, mais des complexes miniers, parce qu'on est dans le Grand Nord. Là, il y a un port, un aéroport, des génératrices, un camp qui peut accueillir quoi? 500 personnes ou 550 personnes? 500, ouais. Puis là, ça va-tu nécessiter justement que vous embauchiez plus avec la découverte? Il n'y a pas nécessairement un plan d'aller embaucher plus. Comme je dis, on maintient notre production, on maintient le manpower. Donc, on a environ 1000 employés, incluant les sous-traitants, parce qu'il y a quand même beaucoup de contracteurs. Donc, on maintient l'opération, ce qui est bien en soi. Donc, on ne va pas ni réduire, on assure qu'on maintient cette opération-là
Est-ce qu'il y aurait un jour une possibilité de croître et d'augmenter? Là, c'est peut-être. Mais je crois que dans la vision des choses actuelles, c'est de maintenir cette opération-là, puis de la maintenir, mais le plus longtemps possible. Puis de maximiser, rentabiliser ce qui a été construit là, depuis le complexe minier de 2013. Mais pratiquement, là, on parle qu'il va probablement servir pendant 20 ans. Il y a, par contre, des choses qui se renouvellent, qui doivent s'updater. Par exemple, on est passé de pratiquement des mines qui étaient à ciel ouvert au départ, certaines mines souterraines. Là, on passe à une opération qui est principalement 100% souterraine. Donc, tu sais, ça demande quand même que la flotte de tous les véhicules, les formes d'extraction, tous les véhicules, ben, ça a changé. Donc, ça va en évolution, ce qui est normal. Mais pour le reste, il y a plein d'infrastructures minières qui ont été construites. Le concentrateur qui a été construit en 2013, ben là, il continue à rouler. Là aussi, il y a aussi un renouvellement à faire sur certaines choses à l'intérieur du concentrateur, mais ça fait partie du cycle naturel d'évolution du complexe. Puis avis aux fournisseurs qui écoutent. Parlons un peu du prix que vous remportez avec PDAC, qui est Bill Dennis Award. C'est quoi ce prix-là? Ça représente quoi, le prix que vous avez gagné? Qui se lance dans cette description-là? Vas-y, Guillaume. Ah, c'est l'étranger qui commence, OK. Pour un Européen, c'est l'équivalent de la Coupe d'Europe au soccer, là. Je laisserai Circe parler. Dans mon intro, j'ai dit la Coupe Stanley. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas le dire, j'étais pas légitime encore. Mais c'est ça, pour un Européen, c'est ça. Je vais laisser Circe parler pour... Non, mais on est d'accord avec la Coupe Stanley ou l'Euro. Non, c'est pas... On fait de l'exploration parce qu'on est passionné, puis c'est ça l'objectif ultime, c'est de faire une découverte. Puis une découverte, ben c'est pas juste un trou qui intercède la minéralisation, parce que là, ça prend un volume pour si on veut qu'il soit mis en valeur, on veut qu'il soit exploité puis qu'il devienne une mine. Donc, je pense que c'est tout là l'excitation associée au prix qui reconnaît finalement le beau succès qu'on a eu. Puis c'est ça. Fait qu'au-delà d'un trou, ça prend une forme qui va passer au niveau économique, qui peut être miné, puis de tout l'aspect de la métallurgie. Est-ce que l'association minéralogique peut permettre d'aller extraire ces minéraux-là économiques? Fait que c'est vraiment pas facile, finalement, d'avoir de premier... À partir du moment que tu as de la minéralisation, que ça se concrétise vraiment vers une exploitation. Fait que moi, c'est l'aspect que je trouve le plus grandiose de... On dirait qu'on se pince, puis on réalise pas, mais... Le prix Bill Dennis, c'est vraiment le prix le plus prestigieux là, de la part du PDC. Le plus prestigieux au niveau de l'exploration au Canada. C'est à l'échelle du Canada. Nous, on est extrêmement reconnaissants là, que le comité de sélection nous ait choisis. Que je connais pas tous leurs critères, mais c'est sûr qu'il y a le critère d'aspect économique. Donc, c'est une découverte, mais qui a un impact économique. Puis, donc, c'est vraiment, comme on dit, là, la Coupe Stanley ou la Coupe d'Europe ou quoi que ce soit. Mais pour un géoscientifique qui travaille dans le domaine de l'exploration minière, c'est le prix le plus prestigieux au Canada. Donc, quand même, c'est quelque chose. Pour moi, il y a un aspect aussi, c'est que les géoscientifiques, ou peut-être moi, là, on tombe souvent en amour avec nos projets. Donc, on est un peu biaisé, c'est sentimental. Puis là, le PDAC, en fait, c'est que ça veut dire que ça a été validé par nos pairs. C'est quelque chose de concret, de factuel. Objectif aussi. Exact. Savez-vous c'est qui Bill Dennis? Le prix Bill Dennis, c'est qui Bill Dennis? C'était, il me semble, là, je vais me lancer à dire des bêtises là pour protéger les autres. C'est correct, t'es sur le podcast minier. Je dirais que mais en fait, je dirais que c'est Manon qui me l'a soufflé avant le début, mais je pense que c'était un des premiers présidents du PDAC, si j'ai bien lu mes affaires. Je t'ai pas dit ça, je le savais pas. Ben, j'ai lu ça moi aussi. Mais moi, je dirais que c'est toi qui me l'as dit pareil. Ah oui, OK, ouais. Ah bon, ben au moins on sait c'est qui Bill Dennis. Félicitations pour ce prix-là que vous avez remporté. Puis, tu sais, quand je vous ai vu tantôt, je vous ai dit, j'ai dit à tout le monde que vous veniez sur le podcast. Je dit, voyons, le monde, il le savait-tu? Mais oui, là, effectivement. Puis là, les gens parlaient du trio, puis ils parlaient de vous autres. Fait que je trouvais ça super le fun de vous le mentionner.
Un changement, pas de sujet, mais tu sais, vous travaillez dans le Grand Nord, le Nunavik. C'est quoi les conditions, les gens qui écoutent? Puis tu sais, ben, vous allez peut-être éventuellement embaucher, mais tu sais, il y a des jeunes présentement qui écoutent, qui vont faire ça, du fly-in, fly-out éventuellement, ou des fournisseurs qui doivent aller, pas étudier, mais travailler dans le Grand Nord. C'est quoi la réalité là, de... La toundra, le Nunavik, c'est magnifique. Hein? Tu sais, c'est un écosystème que peu de gens sur la planète peuvent avoir la chance de visiter. Nous, on le fait pour le travail, fait que c'est vraiment un privilège. L'hiver, c'est d'une beauté inouïe, c'est blanc, mais toutes les nuances avec l'éclairage du soleil. Puis l'été, ben il n'y a pas d'arbres, mais il y a une subtilité dans la végétation, les petits animaux, les couleurs, ben, les aurores boréales, il y a une beauté incroyable. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête, là, mais... Moi, je suis d'accord, c'est exceptionnel. Moi, j'ai travaillé dans le Nunavik en 2016, juste en été pendant un mois. Puis je m'étais dit, je vais à tout prix repartir travailler là-bas. C'est la limousine ou c'est la Cadillac pour un géologue qui fait de la cartographie ou de la prospection. Là. Comme Circe dit, il n'y a pas de végétation. Donc déjà, c'est beau. Humainement, ça fait plaisir de travailler là. Mais on a énormément de roches qui affleurent. Donc ça, pour des gens qui aiment ça, la roche, qui aiment ça comprendre, là, ça donne beaucoup plus d'opportunités de comprendre. Mais c'est sûr que, comme on le dit, c'est le Nunavik. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est difficile climatiquement. Pour le forage aussi, c'est difficile parce que ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui ne sont pas habitués de ça, c'est qu'il fait tellement froid que les premières parties du sol ou de la roche sont gelées. Donc, je ne suis pas un spécialiste, je vais m'arrêter peut-être à 200 mètres, mais il faut imaginer... 1000 mètres. 1000 mètres. Ça varie aux endroits, là. On pourrait parler des cendres, en là. moyenne, Mais 400 mètres où on est, là. Puis on retrouve de la terre, du sable, des roches, des plantes, des restes d'animaux. Mais j'ai fait mes études parce que moi, le pergélisol que j'ai mis dans mon intro, là, fallait que je sache c'est quoi la définition du permafrost. Mais, pour dire, on a même retrouvé il y a 2-3 ans des anciens sites archéologiques en fait qu'on a répertoriés, qu'on a donnés au ministère. Donc on a la chance de pas juste quand on est très très chanceux faire des découvertes géologiques, mais on fait même des découvertes archéologiques là. Moi, c'est une chose qui m'émerveille là, au Nunavik, dans ces conditions-là, c'est comment les peuples inuits ont pu non seulement survivre, c'est un mot, mais vraiment prendre de l'essor, de l'expansion, de créer une société dans des endroits qui sont pas faciles à vivre, mais ils ont trouvé plein de façons ingénieuses des outils, puis une abondance aussi, une richesse au niveau de la faune, la flore. Donc, il y a énormément d'animaux. On n'est pas habitué, peut-être nous ici, on voit des tourterelles, des écureuils, des choses comme ça en ville. Mais là-bas, il y a des grosses bêtes quand même. Là. Nous, on a vu énormément de caribous, des ours polaires, des ours noirs qui montent vers le Nunavik. Des bœufs musqués. Des bœufs musqués aussi. Beaucoup de sortes d'oiseaux, des oiseaux de proie, les bernaches du Canada aussi. Mais tu sais, puis là, sans parler même au niveau marin, les baleines, les belugas, puis il y a énormément de vie. Donc, c'est quand même un territoire qui est très riche, pas juste au niveau minéral, mais au niveau humain puis animal. Tu parlais justement des communautés. Dans votre cas, les communautés d'accueil, vous collaborez avec, je pense, deux des communautés. 3 communautés et Makivik. Donc, il y a Saluit, Kanjik-Suduak et Povonituk, qui sont les 3 communautés principales là, dans notre région, avec lesquelles il y a eu un accord, justement, qui s'est signé là, lors de la mise en place du projet. Donc, c'est les 3 communautés principales. Ouais. C'est quoi vos recommandations, justement, quand une compagnie s'installe dans une terre d'accueil? C'est pas nécessairement leur lieu, vous vous êtes installé là-bas. Ça a été quoi les premières étapes pour, justement, bien travailler avec les communautés? Bien, c'est sûr que c'est essentiel d'avoir une communication, d'être transparent, de donner l'information. Nous, ben, en lien avec ce qui est requis, même au niveau des permis que le gouvernement nous octroie pour aller faire l'exploration là, bien, il faut aller rencontrer les communautés. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Saluit,
Peut-être que je pourrais aller dans d'autres communautés. Mais c'est vraiment le fun aussi d'aller dans les communautés parce que c'est même plus la même chose quand on voit les gens dans le village parce qu'on les rencontre à la mine. Mais souvent, on les rencontre dans le corridor, puis on ne sait pas nécessairement de quel village ils viennent. Moi, j'ai trouvé ça le fun d'aller à Salouit. Puis là, soudainement, je connais. Je le croise à Expo dans le complexe minier, dans le corridor. Fait que là, tu sais, il y a un lien qui se crée. Moi, j'ai trouvé ça super le fun d'aller vraiment parler aux élus, les représentants de Makivik, disons que la gouvernance locale. Puis aussi, juste comme ça, croiser les gens dans la rue. C'est essentiel d'avoir cette communication-là, de les informer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'il y a un souci, eux, de l'impact environnemental. Mais... Donc, c'est pour ça que toutes nos activités ont le plus haut standard de respect de l'environnement, de ne pas laisser de traces, pas laisser aucun déversement, même traces dans la toundra. Fait qu'il y a vraiment des périodes de l'année spécifiques où on va sur la toundra quand c'est gelé. Mais après ça, on n'y va plus en mode forage mobile. Là. C'est un autre type de forage héliporté. Mais tout ça, ça fait partie de la communication lorsqu'on s'est établi dans un autre territoire. Tu as quelque chose, Guillaume? Oui, je voulais dire que c'est aussi un échange parce qu'il y a des comités entre les trois communautés qui nous accueillent et l'entreprise, la compagnie. Puis c'est un échange parce que eux, ils veulent s'assurer qu'on fait bien les choses ou qu'on respecte ce qu'on a dit qu'on allait faire, etc. Donc c'est vraiment un échange. Puis vu que c'est quand même une relation qui dure, hier, on a parlé avec un des premiers présidents de Canadian Royalties à l'époque, là, il y a bien longtemps. Puis justement, une des choses qu'il nous expliquait, c'est comment ça s'est passé c'était au début des années 2000, donc il y a plus de 20 ans, justement pour créer cette relation-là. C'est ça, c'est que ça va dans les deux sens, puis ça évolue parce que les gens à qui on parle, ben, ça évolue, ils ont vieilli, ou c'est d'autres personnes qui sont élues, etc. Donc c'est pas mal ça, là, c'est un vrai échange. En exploration, nous, dans notre équipe, on accueille plusieurs personnes des communautés là, à la Carothèque. Puis le style de travail qu'on peut leur offrir est vraiment varié, diversifié. Bon, il y a de travail à la Carothèque sur les carottes, tout ça, mais on a aussi beaucoup de missions à l'extérieur pour faire des sentiers piquetés, pour aller, soit faire nettoyer les anciens sites où est-ce qu'on est allé, tout ça. Fait que c'est... je pense qu'ils apprécient travailler avec nous parce qu'il y a une belle variété entre le travail à l'intérieur, le travail dans la toundra. Puis, en tout cas, ils font partie de l'équipe, c'est sûr. D'ailleurs, le nom Inukshuk a été donné par une de nos employés Inuit dans notre équipe. Je vais demander justement c'était quoi le nom, comment c'était venu. Puis, c'est ça, dans la culture Inuit, le Inukshuk représente un repère donc pour se diriger dans la toundra où on peut s'imaginer en hiver qu'il n'y a aucun point de repère nulle part. C'est blanc sur blanc. Puis, donc, les Inukshuk servent de repère, mais aussi dénotent un lieu d'abondance. Donc, si, par exemple, je dis ça comme ça, là, un lac avec beaucoup de poissons ou peut-être une route. Qui passe souvent par là. Une route des caribous. Moi, en faisant de la prospection, je l'ai vu là sur des tops de montagne, là où en bas, on avait une vallée avec des lacs, puis c'est pas ça, mais comme des pâturages, donc où les troupeaux de caribous passent, etc. Mais on a vu des Inukshuk, donc des artefacts de l'époque, là, qui justement marquent, OK, ça c'est un point qu'on peut voir pour se repérer, pour y aller, mais aussi pour s'installer, pour aller récupérer les ressources qu'on a besoin pour vivre. Puis vu que la découverte, justement, crée un lieu d'abondance, là, plus au niveau des ressources minérales, mais quand même, puis c'est aussi, ça l'est toujours, un point tournant, un repère pour le futur de Canadian Royalties. Je trouve ça super riche, tout ce que vous avez nommé, vous avez dit, puis c'est éducatif énormément, l'épisode d'aujourd'hui. Je suis certaine que ça va être vraiment beaucoup écouté. Je vous laisse sur une dernière question, puis vous le saviez, fait que j'espère que vous êtes prêts, mais c'était en un mot, chacun de vous, de me résumer la découverte. Je vais commencer avec toi, Mathieu. C'est quoi ton mot? Un mot. Un mot. Ce qui est plus près de mon cœur parce que ça fait partie de toute la découverte. Puis, tu sais, c'était notre mot code. C'était jackpot.
Fait que Donc, vous allez dire quoi? Moi, j'ai le mot poche, donc je vais commencer. On va finir par le mot le plus sympathique, mais je trouvais pas l'équivalent français là, donc en français, ça serait rupture là. Rupture. S'il y a un vrai changement à plein d'aspects différents là, qu'on pourra parler en dehors du podcast avec les membres qui sont intéressés. Nous, on fait podcast 2. Exact. On peut faire un podcast 2 maintenant, quand tu veux. 1 an plus tard. Ben moi, c'est un mot à 2 mots, mais c'est intelligence humaine. Dans une industrie où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, avec raison, puis c'est correct, mais dans notre cas, vraiment, toutes les observations qu'on avait, finalement, c'était des observations négatives au début qui ne nous amenaient pas là. Donc, je pense qu'il a fallu être patient et loquace pour finalement converger vers cette découverte. Des beaux mots. Merci pour cet échange à vous trois. Merci Manon. Manon, c'était Merci, bien Manon. le fun, ouais. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.